C'est parti pour Fissure intérieure, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression dans laquelle on va combiner le mental en escalade et les retours d'un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des situations de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en bloc, en difficulté ou ailleurs, j'ai choisi de faire appel à Antoine Mougel, entraîneur d'escalade diplômé d'État, qui coach dans les Alpes à Chambéry, notamment des jeunes en équipe de France. Je lui ai demandé d'amener un grand volume d'erreurs sur la dimension mentale dans son sport pour que vous évitiez de zipper mentalement dans les moments qui comptent. Mon intention, c'est de vous amener des exemples auxquels vous accrochez pour mémoriser les changements à faire, des mouvements clés sur la voie du succès en compétition. On parle réellement du terrain pour que vous repartiez avec des solutions même dans d'autres disciplines que la grimpe. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Antoine amenait ses problèmes, je répondais en offrant quelques prises de conscience pour passer en tête au sommet et réussir les ascensions qui comptent le plus dans votre vie. Des tactiques pour foirer ses entraînements jusqu'aux stratégies pour se concentrer efficacement. On aborde l'entraînement et la compétition. Tout ça, c'est du travail. Alors enfilez le baudrier, Ready to Rock vous monte en moulinette jusqu'au sommet. Salut Antoine, pour cet épisode, tu voulais me parler d'athlètes que tu as accompagnés sur la dimension mentale en tant qu'entraîneur d'escalade et les évolutions qu'ils ont eues, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Que je t'écoute. Eh ben, on va tout d'abord commencer par Louis. Louis, c'est un grimpeur que j'ai suivi, qui était à ce moment-là en U16 et qui, lui, sa plus grosse problématique, c'était de se concentrer. Arriver en compétition, arriver devant le mur et arriver à lire, mémoriser, voir sa voix et après répéter tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait anticipé. Ok, c'est ça que tu appelles se concentrer? Ouais. Ok. On s'en est rendu compte et je me suis aidé de la vidéo pour l'aider à se rendre compte à quel point c'était limitant pour lui. Et je me rappelle très bien d'une compétition où, à partir de la 3e dégaine, donc là c'était une compétition de difficulté, il devait aller le plus haut possible sur un mur de 15 mètres, et donc à peu près à 4 mètres du sol, donc à peine dans le premier tiers de la voie, je le filme. Et là, on le voit, il est complètement perdu. Il regarde à gauche alors que les prises sont à droite. Il veut chercher une main qui est à gauche alors qu'elles sont à droite. Voilà, on voit qu'il est complètement perdu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il avait une phase d'observation où il a pu voir plein d'autres grimpeurs grimper dedans. Il a pu voir une démo vidéo. Il a pu voir, en fait, toutes les solutions avant même d'y aller. Je pense que si j'étais allé le voir à ce moment-là et lui dire « Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas lu? Pourquoi t'as pas fait ci ?» Je pense pas qu'il se serait rendu compte. Il m'aurait dit, si, j'ai lu, j'ai regardé. Je lui ai simplement mis la vidéo et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu faisais là? À quoi tu pensais ou quelles questions tu te posais quand tu regardais à gauche alors que les prises étaient à droite? Ouais, comme toi, tu as remarqué que rien qu'en vidéo, on pouvait voir qu'il avait ces difficultés-là. Tu t'es dit, je vais lui montrer la vidéo et lui demander ce qu'il en pense. Ouais. Ok, super intéressant. Il s'est passé quoi après? Tout à fait. Et ben là, pour lui, il s'est dit, en fait, j'ai lu, mais en fait, là, j'étais à contre-temps, je regardais dans la mauvaise direction, je ne savais plus ce que je faisais, j'y étais pas du tout, en fait. Et si j'y étais allé directement en disant, en fait, t'as pas lu ou tu sais pas faire, il m'aurait dit, si, j'ai lu ma voix. Voilà. Et du coup, ça a été le point de départ de notre travail, là-dessus. Et j'ai utilisé un peu une autre technique après pour lui faire accepter le nouveau processus de travail qu'on allait avoir. C'est-à-dire que lui, c'est un grimpeur instinctif. C'est un grimpeur qui aime faire ses choix, qui aime grimper à sa façon et qui va avoir plus du mal quand on va lui dire non, fais comme ci, bouge comme ça en fait, parce qu'il a développé sa façon de bouger et il a envie de faire ses choix à lui. Et pour moi, ça, c'est une qualité qui est primordiale et qui va faire la différence sur les petits instants, vraiment qui vont t'amener en finale ou qui vont t'amener au résultat que tu attends. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je voulais pas du tout lui enlever. Et je suis parti de ce constat-là, que lui, il avait cet instinct de grimpe qui était formidable. Et j'ai utilisé une métaphore un peu de l'artiste, c'est-à-dire que pour grimper une voie, c'est comme peindre un tableau. Et plus tu as de couleurs, et plus ces couleurs sont belles, et plus ce tableau sera un chef-d'œuvre. Et que lui, actuellement, il avait que quelques couleurs. Certes très belles, magnifiques, comme son instinct, mais qu'il lui en manquait plein d'autres pour faire un chef-d'œuvre. Et du coup, mon but, c'était pas de lui enlever cette couleur-là, au contraire, mais de lui en rajouter d'autres. À partir de là, il était plus réceptif au fait que ça devenait important ou utile pour lui, finalement, d'apprendre à vraiment lire et se concentrer.
puisque ça allait lui permettre d'utiliser son instinct au moment clé. Ouais, si j'ai bien compris, il était un peu en mode c'est tellement important pour moi de grimper à ma façon et à l'instinct que je vais pas très bien visualiser ou anticiper la voie ou la mémoriser. On verra quand je suis dedans. Alors que en réalité, toi, tu avais envie qu'il puisse mêler les deux. Exactement. Et tu lui as proposé de faire comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, derrière, on a vu des vrais changements dans sa grimpe. Il était capable effectivement de se concentrer, de vraiment lire, projeter tout ce qu'il voulait faire dans sa voix. Et dans les moments clés, de faire parler lui, sa grimpe, sa façon d'être. Au-delà des résultats qu'il a eus, il s'est vraiment épanoui dans sa façon de grimper et dans le fait de pouvoir se battre très haut dans les voies. Okay. Est-ce que tu dirais qu'en escalade, au début, tous les grimpeurs sont des grimpeurs instinctifs? Parce que moi, je fais pas de compétition en escalade, mais parfois, je vais grimper et je regarde pas très bien la voie d'en bas du mur. Je me dis, bon, bah, j'y vais, on verra bien ce qui se passe dedans. Est-ce que c'est le cas comme ça pour tous les grimpeurs et il y a vraiment cet apprentissage à faire pour apprendre à mémoriser? C'est comment? Alors oui, on est tous instinctifs au début, on ne sait pas comment bouger, comment faire. Puis après, on va apprendre qu'il faut prévoir. Et c'est là où il y a vraiment les deux cas de figure. Il y en a, ils vont être tellement dans la prévoyance qu'ils n'arrivent plus à refaire appel à leur instinct. Et ça va être limitant à un moment donné. Et à l'inverse, d'autres qui vont finalement toujours préférer juste faire parler leur instinct et pas faire cet effort mental de lire, de se concentrer, de prévisualiser, de réfléchir. Et qui, du coup, vont être aussi limités. Ok. Et là, dans l'intervention que tu as eue avec lui, si tu pouvais déduire un petit peu quelles sont les huiles essentielles de ce que tu as mis en place pour l'aider à évoluer, c'est quoi? Premièrement, de lui faire ressentir ou voir à quel point aujourd'hui c'était limitant de réfléchir que d'une seule façon, c'est-à-dire de n'utiliser que son instinct. Ok. Ouais, super intéressant. Et d'autre part, en fait, de lui faire accepter de voir les choses différemment, en acceptant sa spécificité à lui, qui était cette envie de grimper à l'instinct, et du coup de juste l'aider à faire en plus d'autres choses. Ok, excellent. T'as un autre athlète dont tu voulais parler? Ouais, tout à fait. C'est le cas de Louise. C'est une athlète que j'ai suivie pendant 6 mois, 9 mois. Elle, sa particularité, c'est qu'elle revenait à la compétition. Elle a fait beaucoup de compétitions en étant jeune, à très bon niveau, au niveau national. Elle fait des finales au niveau national en étant jeune. À l'époque, j'étais pas du tout son entraîneur, mais je la voyais de loin. Je voyais que des fois, mentalement, c'était compliqué, qu'elle pouvait fondre en larmes au milieu des compétitions, alors que c'était une très forte grimpeuse. Il n'y avait rien à dire sur ses capacités, mais elle, on voyait qu'elle pouvait souvent douter d'elle-même. Et du coup, quand elle a voulu reprendre la compétition en étant senior et un peu plus âgée après des études, après avoir pris un travail, elle est venue me voir et elle m'a dit, voilà, j'aimerais reprendre la compétition, mais je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas comment faire ci, comment je pourrais faire tout ça. Donc déjà, on a eu pas mal d'entretiens où déjà un peu voir quel était son projet, pourquoi elle voulait refaire ça. Et ce qui est ressorti tout de suite, c'est qu'elle voulait refaire ça pour le plaisir. C'était plus du tout en mode je veux avoir des résultats, etc. Donc du coup, c'était une bonne façon, j'ai trouvé, de reprendre cette compétition pour le plaisir, mais en sachant que derrière sa tête, forcément, elle allait vouloir avoir des résultats. Elle allait se comparer à d'autres personnes, etc. Donc, avec elle, on a déjà, pour la remettre en confiance sur ce qu'elle était capable de faire, on a vraiment travaillé et répondu à ces questions par rapport à tout ce qui était échauffement. Comment se préparer à être performante au moment qui était demandé. Et ça a permis de lui enlever ce gros stress, justement, de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, etc. Elle avait vraiment besoin d'être rassurée sur comment être prête physiquement. Okay. Et comment vous faites ça? Et comment on a fait ça? Je lui ai posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'elle aimait faire, à quel moment elle ressentait le fait d'être prête. Et on est parti de ça. Et on a expérimenté des choses ensemble. Et je lui ai proposé. Je ne lui ai pas imposé un cadre. Au contraire, je lui ai proposé des outils. Et on a, sur les séances qu'on avait en commun, en fait, essayé ces outils. Et le critère de réussite, c'était de savoir, OK, est-ce que là, je me sens prête à être performante? En fait, ce que tu me dis, c'est qu'elle était très anxieuse à propos du fait de réussir à être prête en compétition ou pas. Ouais. Et du coup, tu as choisi à l'entraînement de tester différentes façons d'être prête. C'est ça. Jusqu'au moment où elle trouve sa façon qui lui permet d'être prête. J'imagine que c'est dans certaines manières de s'échauffer. Quel type de voix tu fais avant de grimper? Tout à fait. Peut-être même quel échauffement au sol sans la voix. Ouais. C'est ça? On est beaucoup passé au sol, ouais, d'abord. Ok.
Et comme ça, elle avait un petit peu sa routine, comment elle fait pour arriver dans les meilleures conditions en compétition. Et une fois qu'elle a ça la rassure, c'est bien. Exactement. Voilà. Une fois qu'elle avait cette routine qui était construite, qui était établie, où elle savait que ça donnait tel résultat, elle était prête à forcer, à bouger dans tous les sens, elle était déjà plus rassurée pour rentrer dans sa compétition. Ok. Et ensuite, on avait une deuxième partie. Là, c'était sur la discipline du bloc. Le bloc, en fait, les athlètes, les grimpeurs ont plusieurs essais. Et tout l'enjeu, ça va être faire le bloc dans le moins d'essais possible. Et surtout, entre les essais, parce que on échoue des fois, c'est normal. Entre les essais, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais de différent au prochain essai? Si je retente à chaque fois la même chose, il y a de grandes chances que j'ai à chaque fois le même résultat. Ok. Et qu'est-ce qui change quand tu interviens sur la dimension mentale par rapport à ça? Par rapport à si tu t'intéressais pas au mental, parce que j'imagine que c'est aussi une partie tout simplement tactique de l'escalade, le fait qu'il y ait différents essais. Qu'est-ce que ça change d'être attentif à la dimension mentale dans ce cas de figure? Alors il y a la partie coach et la partie athlète, je trouve, qui change beaucoup quand on est attentif à ça. Déjà, la partie athlète, c'est se détacher du résultat, se détacher de j'ai pas réussi et du processus, donc j'y arriverai pas, mais de se dire, ok, je n'ai pas réussi, quelles sont les raisons et quelles questions je dois me poser pour être finalement focus sur le processus. Ok. Ouais, ça c'est un truc que je remarque souvent avec les athlètes. Ceux qui vont rater une fois quand ils ont plusieurs essais, par exemple, ils vont se dire, si j'ai raté, ça veut dire que je suis dans la merde pour réussir à atteindre mon objectif. Voilà. Et donc, ça leur crée une forme de pression et chaque seconde ou chaque essai qui passe les rapproche du scénario catastrophe dont ils ont complètement peur. Et en fait, toi, à ce moment-là, ton rôle, c'est de la rediriger vers comment je fais à la prochaine étape. Ça me rappelle l'histoire d'un biathlète que j'ai accompagné, okay. Où j'étais même allé faire une séance de biathlon avec lui sur le stade. Et lui, il se disait, moi, je veux devenir un grand biathlète. Et Martin Fourcade, après tout, quand il arrive sur le pas de tir, il met 5 balles sur 5. Donc, c'est ça, un grand biathlète. Ce qui fait que quand lui, il arrivait sur le pas de tir, s'il ratait sa première balle et qu'il ratait sa deuxième, des fois, il remettait la carabine sur le dos, il tirait même pas les 3 dernières. Et il allait skier ses tours de pénalité. Parce qu'il disait, de toute façon, je peux pas atteindre mon objectif, je peux pas faire 5 sur 5, je suis nul, je m'en vais, tu vois. Ouais. Alors que déjà, un tir à 3 sur 5, c'est beaucoup mieux qu'autre chose. Et au final, ça le sortait du processus de progression, en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est assez génial que tu puisses faire ça avec cet athlète-là. Ouais. Donc c'est exactement ça. Et en fait, on est passé par beaucoup de questionnements. Ok, qu'est-ce que je dois regarder? À quoi je dois être attentif entre mon essai? Quelle implication je veux mettre pour le prochain? Et quel est mon objectif sur le prochain essai? Qu'est-ce que je veux mettre en place sur ce prochain essai? Oui, c'est ça l'objectif. C'est pas de finir l'essai en haut et de toucher la dernière prise. Voilà, c'est bien sûr que l'objectif, la finalité, c'est de topper le bloc. Mais en fait, c'est surtout les centrer sur qu'est-ce que j'ai besoin, là, maintenant, pour aller le plus loin possible dans ce bloc. Ok, excellent. Merci d'avoir partagé ça pour le premier épisode et à très vite dans le prochain. Merci Nathan, à bientôt. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!